Hey coucou! Alors après cette petite introduction, bienvenue dans cette petite vidéo surprise qui est en fait de la construction de cette pioche à lire pour le Savoureux Challenge de Fluent Books, Mars au féminin. Donc je trouve que c'est tellement un challenge inspirant. Je l'ai fait l'année passée, puis je pense que ça va devenir un peu une tradition. J'ai essayé plusieurs, je vais dire les mots en français, j'ai essayé plusieurs défis littéraires cette année, puis je pense que celui-là, c'est celui qui me reste, qui va me rester. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça me fait sortir un peu de ma zone de confort et explorer des avenues que j'explorerais peut-être pas d'emblée si j'avais pas comme une petite stimulation en raison du défi. Donc voilà. Donc pour rappel, Mars au féminin, je vous en ai parlé tantôt un petit peu, mais c'est un défi qui a été mis en place, comme je vous disais, par Fluent Books et qui vise à tout simplement, pendant le mois de mars, lire des autrices, mettre de l'avant les autrices, lire des autrices, découvrir des plumes féminines, découvrir certains enjeux liés potentiellement aux droits des femmes et tout ça. Et c'est très libre. Par contre, elle suggère, dans le fond, elle, huit, pas des contraintes, 8 invitations à lire avec une petite catégorie bonus cette année. Et ben, j'ai décidé de me lancer, dans le fond, là-dedans. Donc, ce que vous avez vu, c'est mon premier tri. J'ai fait plusieurs explorations et ça donne ceci. On en parle tout de suite. Donc, partons tout de suite avant de... Sinon, on va encore être là dans 3 semaines. Alors, tout d'abord, première catégorie qu'elle propose, c'est un livre qui aborde le thème de la violence faite aux femmes. Alors, écoutez, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à aborder en fiction, en essai. Ça me remue énormément. Ça ne veut pas dire que je suis imperméable à cette situation-là. Au contraire, je suis comme trop perméable. Et donc, j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur ce que j'avais dans mes bibliothèques à lire. En même temps, ça fait une bonne opportunité de découvrir ce que j'ai déjà à la maison. Donc, c'est pas quelque chose que je collectionne, parce que c'est quelque chose qui me remue beaucoup. Je viens de lire justement un livre qui aurait été parfait pour ça, mais qui n'était pas nécessairement dans la bibliothèque à lire, qui était le livre Match de Lily Boisvert. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à regarder mon plus récent vlog, je vous en parle de façon assez conséquente. Mais bon, j'avais des possibilités, il fallait que je choisisse. Et j'ai tout d'abord mis un livre que je le mets là, mais je ne suis pas certaine que je vais pouvoir l'aborder, mais quand même, je le mets. Par défaut, ce à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est à mon Woman Talking de Miriam Taze. Dans le fond, vous savez maintenant qu'il y a eu une adaptation aussi de ce livre-là. Évidemment, c'est un peu extrême. Je ne sais pas si je vais être capable de lire, mais je vous lis la 4e de couverture pour vous donner un petit peu une idée. Cela fait quelques années que les femmes de la colonie de Molochna s'éveillent le matin, meurtries et ensanglantées. En discutant, elles ont pris conscience qu'elles faisaient toutes le même rêve, qu'il n'en était pas un au fond. Elles avaient été violées pendant la nuit. La communauté a d'abord mis ça sur le compte des fantômes, ou du malin, mais les femmes ont fini par découvrir qu'on les avait agressées après les avoir endormies au moyen d'un anesthésiant utilisé pour le bétail. Les démons responsables de ces attaques étaient des hommes en chair et en os, frères, cousins, oncles. C'est pourquoi aujourd'hui, 8 femmes de la colonie, issues de 3 générations, gravissent l'échelle qui mène au fenil du vieux Thiésen. Elles se réunissent en l'absence des hommes et à leur insu. Elles ont 48 heures pour arriver à une décision qui changera à tout jamais leur vie et celle de leurs enfants. Faut-il quitter Molochna, rester et se battre ou ne rien faire? Tour à tour acerbe, drôle et sage, les paroles de ces femmes oscillent entre la colère et la compassion. Avec ce huis clos qui s'inspire d'un fait réel, Myriam Taze nous fait toucher quelques vérités essentielles sur l'amour, sur le couple et sur ce que ça signifie pour chacun de nous, qui que nous soyons, de dire non à la violence qui nous est faite quotidiennement. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez intense. J'aimerais beaucoup le découvrir, mais je ne sais pas si la partie sur ce qui a été fait comme violence aux femmes dans cette communauté-là est très détaillée. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire. Je vais voir. Donc, celui-ci, ce serait mon premier choix. J'aimerais vraiment être en mesure de le découvrir. Mais si jamais je vois que j'y arrive pas, je me suis quand même trouvé une autre possibilité qui est un des petits essais de ma collection Chouchou chez Atelier 10, la collection Documents. Et c'est Faire corps de Véronique Côté et Martine Bécoté. Donc, c'est Guerre et paix autour de la prostitution en tant que fatalité. Alors, c'est un minuscule essai qui aborde justement, qui fait une espèce d'état des lieux de la prostitution au Québec, puis les perceptions qu'il y a. Donc, les gens qui disent ça va toujours exister, vaut mieux le rendre sécuritaire, puis d'autres qui disent non, il faut abolir ça et tout. Donc, je trouvais que c'était très intéressant, puis bien entendu que par le biais de la prostitution, bien que ce ne soit pas
tout ça, mais ça reste quand même un sujet qui aborde la violence faite aux femmes. Évidemment, c'est une situation dans laquelle les femmes sont très vulnérables à tout ce qui est violence. Donc, il y aurait peut-être cette possibilité-là, si jamais je vois que le Miriam Toews est un peu trop rough pour moi. Ensuite, seconde catégorie, un livre historique. Alors, cette fois-ci, j'ai un peu hésité. J'en avais vraiment beaucoup dans ma bibliothèque à lire, mais là, je me suis dit, c'est un livre que je lis depuis longtemps, que j'ai, et d'une autrice européenne, française en fait, que j'aime beaucoup. Et c'est Charbon bleu d'Anne Loyer. C'est aux éditions 2. Et c'est vraiment un livre que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Je pense que le contexte historique est là plus de façon accessoire, mais bon, j'ai décidé que ça allait rentrer là-dedans. Je vous lis le 4e. 19e siècle, dans une petite ville minière du nord de la France, Hermine est condamnée à descendre dans la fosse Bonne-Mère et offrir sa vie entière à cette destinée. Mais c'est là, dans les profondeurs de la terre, que la lumière lui apparaît sous les traits de Firmin. Petit homme chétif et poétique avec qui elle découvre fugacement ses premiers élans amoureux. Donc, j'avais vraiment envie, tout ce qui est lié dans le fond à ce qui s'est passé avec l'exploitation minière en France. Je sais que ça a été particulier, bon, on pense tout à Germinal là, de Zola, mais j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce qu'Anne Loyer en faisait. Absolument, ces romans sont souvent des romans coup de poing. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, ben, je ne pouvais pas vraiment résister à ce contexte-là, puis à cette superbe couverture-là qui était signée Gérard Dubois. Alors, voici pour la seconde catégorie. Ensuite, troisième catégorie, une autrice queer. C'est une catégorie qui a été mise en plus pour ouvrir les horizons. Je pense que je suis quand même relativement consciente, mais de ce qu'il y a potentiellement comme autrice queer au Québec, on a une belle ouverture, on a un beau foisonnement, je trouve, depuis quelques temps. J'avais pas beaucoup de trucs dans ma bibliothèque à lire, donc ce que j'ai décidé, c'est de me lancer plus sur lire un classique d'une autrice qui a quand même brisé des barrières et qui était queer, je crois, si on peut appeler ça comme ça. Donc, disons qu'elle avait une orientation sexuelle, je pense, mouvante. Pour l'époque, en tout cas, elle s'était adaptée. Mais évidemment, ça va être la fameuse Virginia Woolf et sa relation avec Vita Sackville-West. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un de ces romans que j'avais qui est To the Lighthouse, donc Promenade au phare. Je sais que celui qui est le plus majeur en ce qui concerne les sujets, une littérature plus queer, ça va être Orlando, bien entendu, où est-ce qu'elle va aborder, dans le fond, elle va aborder, je crois, l'histoire d'un jeune prince qui était considéré comme un homme, mais qui en fait était une femme. Je me mélange, mais bref, allez-y, ça a l'air vraiment intéressant. C'est juste que je ne l'avais pas sous la main. Puis comme l'autrice, de toute façon, est quand même une autrice qui était inscrite un peu dans cette mouvance-là, ben je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller à un bon vieux classique. Alors, dans le temps où les portes étaient encore moins... étaient encore plus verrouillées, disons, pour ce genre d'approche-là. Donc, voici pour To the Lighthouse. Je vais vous lire la 4e de couverture de la version française pour vous donner une petite idée. Par contre, comme je vous dis, cette fois-ci, c'est l'autrice vraiment qui est queer, non pas le sujet abordé. Fera-t-il beau demain pour la promenade au phare? Cette question plane sur la famille Ramsey, réunie un soir de mi-septembre dans la grande maison de vacances des îles Hébrides. Tout au long du livre s'insinue la pulsation de la mer. L'eau entrave les pensées. La vie se déverse et la mort surprend. Les années passent, la maison est abandonnée. Demeurent les petits miracles quotidiens, ces allumettes inopinément frottées dans le noir. Ce sont eux qui donnent un sens aux choses, un mouvement à la vie. Donc, j'avais envie de redécouvrir, en fait, La plume de Virginia Woolf. Donc, ce sera pour cette catégorie-là, ce sera ce livre-là que je vais aborder. Ensuite, un essai. J'avais l'embarras du choix. J'ai encore ma collection complète de... J'ai plusieurs essais qui sont derrière moi, je pense. Oui, la catégorie ici. Mais il y en avait beaucoup qui étaient par des femmes, mais c'était des grosses briques, puis j'avais moins le goût de me lancer là-dedans. J'avais aussi ma catégorie des fameux documents, donc je vous ai montré un exemplaire avec Faire corps. Mais j'avais envie de découvrir un essai que j'ai acheté il y a très peu longtemps, qui est sorti au tout début de janvier. Donc, c'est fameux Faire la romance de Sarah Maud Beauchesne. Bon, c'est considéré comme un récit, mais je vais le rentrer quand même comme par un essai, parce qu'en fait, pour Faire la romance, ça va aborder... je vais vous lire la 4e, ça va être plus facile. Faire un enfant ou faire la romance? C'est au cœur de cette question que s'enracine ce récit intime, celui d'une femme qui doute, mais qui assume ses contradictions. Une réflexion sur l'amour, la solitude, la sexualité, la maternité, la douceur à apprivoiser, les amitiés grandioses. Et surtout,
sur le désir brûlant de façonner sa vie soi-même. Donc, je triche un peu dans le essai, mais pour moi, je le percevais comme ça parce qu'on pensait que c'est une réflexion sur. Mais sinon, comme j'en ai déjà un autre essai potentiellement dans la catégorie sur les violences faites aux femmes, je verrai si je ne le lis pas dans celle-là, peut-être que je le lirai aussi dans la catégorie essai. Là, voyez-vous, j'essaie de me garder plein de possibilités. Alors, voici pour cette catégorie-là. Ensuite, une biographie ou une autobiographie. J'en avais deux. J'avais une biographie sur Jane Austen, une biographie sur Agatha Christie. Puis j'avais plusieurs choses. En fait, j'avais même un roman autobiographique que j'avais de côté, mais j'avais surtout envie de lire un livre que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, que je me sens tellement triste de ne pas l'avoir abordé avant, parce que c'est une autrice que j'adore. Et c'est un roman dans ce cas-ci, mais pour avoir connu un peu la vie de l'autrice, c'est un roman qui est très ancré, disons, dans sa vie des dernières années. Donc, je vais le considérer comme un roman autobiographique, même si c'est pas de l'autofiction et tout ça. Donc, c'est le fameux Créature primordiale de Tassia Trefiatis Tesgel. C'est chez Leméac. Et je vais la 4e de couverture. Une femme et un homme reçoivent par la poste des mandats qu'ils doivent remplir chacun de leur côté et qui les mèneront d'Istanbul à Toronto, de l'estuaire de la Corne d'Or à la rivière Kobechenok. Ces commandes leur feront rencontrer les créatures primordiales qui les guideront dans leur recherche de vérité. À Istanbul, l'homme-livre doit notamment rassembler 7000 ouvrages sur les classes sociales turques. À Toronto, la femme hibou doit mettre au monde un rejeton à l'âme millénaire, dans des douleurs elles aussi millénaires. Sur leur route, les protagonistes croiseront Devrim, l'enfant pousseur de chariot, une bibliothèque vivante, la reine des six, la morte de la forêt. Alliant avec gravité les sensibilités méditerranéennes et boréales, la voix de Tassia Trefiatis Tesgel possède des accents littéraires uniques. Donc, j'avais vraiment envie de le lire après avoir lu son fameux récit de voyage des platanes d'Istanbul. C'est pas une suite, je pense que c'est comme une espèce de clé un peu qui donne un peu plus de sens à tout ça. Donc, les platanes d'Istanbul, c'était son voyage lorsqu'elle est allée justement avec ce qu'elle appelle ici l'homme-livre, qui est son amoureux, dans le fond, à Istanbul, qui lui avait un mandat, puis elle l'avait accompagné, dans le fond, pendant cette année-là. Puis c'était son récit de comment il y avait eu un choc de culture quand elle était arrivée là, mais elle avait vraiment eu l'envie, justement, d'aller à la rencontre de cette culture-là. Et dans le fond, ça se passe par après. Finalement, je pense qu'ils reviennent sur lorsqu'ils sont revenus et qu'ils sont allés à Toronto et tout. Donc voilà, je vais me lancer dans celui-ci, Créature primordiale. Ensuite, un livre qui nous sort de notre zone de confort. Bon, j'aurais pu sortir plein de choses. De toute façon, le Miriam Toews, si je le lis, ça va me sortir de ma zone de confort. Puis c'est sûr que je prépare plus qu'une catégorie par livre. Donc, je me donne quand même cette possibilité-là. Mais pour le moment, j'ai décidé d'en mettre un par catégorie. Et j'ai décidé de me lancer dans un classique de la littérature japonaise. Mais en fait, par une Montréalaise, en fait, une Japonaise qui était à Montréal depuis longtemps, donc Aki Shimazaki, et j'ai décidé de découvrir enfin le premier tome de sa série Le Poids des secrets, donc qui est Tsubaki. Ça fait longtemps que j'en entends parler, ça fait longtemps que je veux le faire, c'est des mini-plaquettes, mais la littérature japonaise et moi, même si elle a sans doute tout son éventail de nuances et de styles, pour moi, j'ai de la difficulté à me laisser happé par cette littérature-là. C'est peut-être pas non plus une littérature qui peut faire en sorte que le lecteur se sente happé. Souvent, le rythme est beaucoup plus contemplatif, philosophique et tout. Puis j'en ai lu qui m'ont plu, mais à chaque fois, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Donc voici, je vais essayer de lire Tsubaki et je vous lis la 4e de couverture. À la mort de sa mère, survivante de la bombe atomique de Nagasaki, Namiko se voit remettre 2 enveloppes. La première est adressée à un oncle maternel dont elle ignorait l'existence et qu'elle est chargée de retrouver. La seconde contient une lettre en forme de confession à sa fille, sans laquelle elle n'aurait pu partir en paix. Elle y raconte son quotidien pendant la guerre, son premier amour, et révèle le secret qui l'a poussée à commettre l'indicible. Ça a l'air vraiment excellent. Puis j'imagine que si j'aime vraiment ça, je vais vouloir découvrir les autres tomes, donc c'est ça un peu le but. Et ensuite, une femme qui a marqué son temps, donc lire un livre d'une autrice qui a marqué son temps. J'avais beaucoup de choses, j'aurais pu, justement, bon, le Virginia Woolf, c'est quand même un livre d'une autrice qui a marqué son temps, mais j'ai décidé de lire un petit format poche que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps. J'ai décidé de lire un Simone de Beauvoir, mais pas son classique, donc j'ai décidé de lire son roman autobiographique Les Inséparables, qui est ici rassemblé avec un autre qui s'appelle
Malentendu à Moscou. Voilà. Et Les Inséparables, ça dit que ça raconte avec émotion et lucidité l'amitié passionnée de deux jeunes filles rebelles, Simone de Beauvoir, Sylvie dans le texte, et Zaza, André. Un récit qui commence avec leur rencontre à 9 ans et les suit tout au long de leur éducation sexuelle et intellectuelle jusqu'au dénouement tragique, la mort de Zaza. On y retrouve les expériences fondatrices de la révolte et de l'œuvre de la grande philosophe féministe, son émancipation mouvementée et l'antagonisme fondamental entre les intellectuels et les bien-pensants qui formeront le socle des mémoires d'une jeune fille rangée. Alors, j'ai décidé de me lancer dans tout ça. Voilà. J'espère bien pouvoir le découvrir. Ça fait longtemps que je l'ai, puis je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Dans le fond, Malentendu à Moscou, je ne sais pas si je vais lire cette fois-ci. Je vais sans doute me concentrer sur, dans le fond, c'est comme ça ici, là, cette partie-ci, qui est le roman principal. Et enfin, la dernière catégorie régulière, qui est assez simple, un polar, cozy mystery, thriller, roman noir, écrit par une femme. Et cette fois-ci, j'ai décidé de, encore une fois, j'ai fait beaucoup d'efforts dans cette pièce à lire-là, pour justement y mettre des livres, et ça fait longtemps qu'on est dans ma bibliothèque à lire, ou en tout cas que je voudrais lire, mais qu'à chaque fois, je réhésite pour le faire alors que j'ai vraiment un intérêt. Donc, je me suis dit, je vais les pousser dans cette liste-là en espérant que ça m'inspire et que je décide de les lire pendant le mois de mars. Ça fait un bon moment que j'ai envie de lire celui-ci, Firekeeper's Daughter de Angeline Boulet. Donc, ça fait longtemps que je lis. C'est une histoire assez particulière. On est plus dans l'ordre du thriller. Et je vais vous lire la quatrième de couverture pour ceux qui ne sauraient pas, mais ça fait vraiment un moment que c'est sorti, là. En français, ça s'appelle Une dose de rage. C'est sorti en français en 2022, mais je pense que la version anglophone, elle date de plus longtemps. Ah, 2021. OK, c'est pas si loin quand même. Alors, je vous lis la quatrième pour la version française. Dennis, 18 ans, vit sur la réserve Ojibwe de Sault-Sainte-Marie dans le Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place et rêve d'un nouveau départ à l'université. Mais un soir de fin d'été, son monde s'écroule. Sa meilleure amie Lily est assassinée sous ses yeux. Et Jamie, le nouvel élève du lycée, dont Dennis s'était rapproché, lui révèle qu'il est agent fédéral sous couverture, chargé d'enquêter sur le trafic d'une nouvelle drogue mortelle. En quête de justice pour son ami et pour protéger sa communauté, Dennis accepte de devenir informatrice du FBI. Elle plonge ainsi dans le mensonge pour mieux mettre au jour la vérité. Ça a l'air vraiment fascinant. Ça amène pour moi plusieurs éléments qui m'intéressent. La vie dans une réserve autochtone, même si là c'est aux États-Unis, mais on est quand même dans un climat qui peut se ressembler peut-être avec les Premières Nations ici au Canada. Et une enquête comme ça, la lutte contre le fléau que sont les drogues en fait de la rue, entre guillemets, et encore plus dans certaines réserves des Premières Nations. Et le côté agent secret, couverture, sous-couverture et tout ça qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment ça avoir l'opportunité de lire. J'espère que ce sera la bonne fois. Et voilà. Sinon, on a également une catégorie bonus que je ne suis pas certaine que je vais faire, mais on ne sait jamais. Et c'est lire une louve du polar. Donc, pour la petite histoire, ici au Canada, on a moins conscience de ça, mais les louves du polar, c'est une association de quelques autrices de polar et de romans noirs et de thrillers françaises qui se sont associées pour essayer de donner de la visibilité aux plumes féminines dans justement cette espèce de topo-là du roman policier noir thriller. Parce qu'en France en particulier, peut-être qu'au Canada c'est moins une réalité, mais la visibilité est beaucoup sur les écrivains. Et il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les femmes qui écrivent ce genre de roman-là. Et il y a même à la limite encore un peu un préjugé de « Ah, mais là, t'es une femme, t'écriras pas nécessairement quelque chose qui est très... t'es pas capable d'écrire des choses qui sont horrifiques ou des choses comme ça. » Bref, elles se sont associées pour essayer justement de sensibiliser à ça, puis justement s'assembler pour être capable de diffuser ça à plus grand déploiement. Donc, il y a plusieurs autrices qui font partie de cette association-là. Et c'est ceux qui font, en tout cas celles dont j'entends plus parler, surtout dans les booktubers que j'écoute, c'est vraiment des thrillers domestiques. C'est très dur, c'est très cru, c'est sans doute très bien écrit, mais moi j'ai vraiment la difficulté avec ça. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai défi, le livre du polar. Si jamais j'en lis un, ça va être aussi un livre qui me sort de ma zone de confort définitivement. J'ai exploré un peu, puis je pense que peut-être que je pourrais aborder une de ces autrices-là, dont j'avais entendu parler aussi chez quelques booktubers, qui semblait un petit peu plus
mesurée. Et c'est Agathe Portail. Elle avait fait une série de romans. Idéalement, en temps normal, j'aime mieux commencer par le premier tome, mais il y avait vraiment moins des bons retours sur les premiers et deuxième tomes. Puis là, je pense que je baisserais peut-être avec le troisième, qui est en fait de la même veine d'Agathe Portail. Et je vais vous lire la quatrième. Philippe Auprat et sa sœur Myriam dirigent en tandem la tonnellerie familiale, maison réputée du Bordelais. Quand le mari de Myriam vient signaler la disparition de sa femme à la gendarmerie, le major d'Ambérail rechigne à démêler les fils d'un psychodrame familial. D'autant qu'un crime abominable mobilise toute la brigade, celui d'une jeune fille dévorée par un chien. Donc, c'est pas vraiment habituellement ce qui m'interpelle, mais là, je trouvais que c'était pas mal. Il y a des excellents retours sur ce tome-ci en particulier. Donc, ben, pourquoi pas. J'étais ici que j'allais peut-être me lancer. Alors voilà, ça fait le tour, en fait, de ce que j'ai décidé d'inclure dans ma pioche à lire pour Mars au féminin. J'espère pouvoir me lancer dans l'ensemble de ces livres-là, mais je ne mettrai pas nécessairement la pression, parce que ça reste qu'au nombre de livres que j'ai mis là, ça voudrait dire que j'en lis 2 par semaine. Puis ce ne sont pas tous des livres qui sont disponibles en livre audio. Puis comme je vous expliquais, moi, comme j'ai beaucoup de déplacements à faire, c'est sûr que ça m'aide quand c'est en livre audio. Ça me permet d'avancer ma lecture en même temps que je la lis en papier. Donc voici la fameuse pile du bon côté cette fois-ci. Donc, j'espère bien que je vais quand même réussir à en lire une bonne partie, mais c'est tellement une belle initiative. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce défi-là, ben, je vais vous mettre quand même en barre d'infos le lien vers la vidéo originale de l'édition de cette année de Fluent Books. Puis, ben, n'hésitez pas, dans le fond, à me dire est-ce que vous avez lu des livres dans cette pioche à lire-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup que vous avez lu? Est-ce qu'il y en a que vous me suggérez particulièrement? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez vous aussi lire puis que ça vous donne un petit peu l'envie de vous lancer là-dedans. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, ben, écoutez, nous, on se revoit de toute façon dans un prochain vlog. Allez, à la prochaine!